Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Dans la galerie des personnages écrasés par leur père, il vient au premier rang. Alexandre Dumas fils est au cœur de l'histoire cet après-midi avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il était l'ami de bien des personnalités du 19e siècle, de George Sand, de Jules Verne notamment. Il était l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages qui, à leur époque, ne passaient pas inaperçus car il s'attaquait à un certain nombre des grands sujets de société. Il était non seulement le fils du grand Dumas, bien sûr, mais aussi le père de la dame aux camélias. Je suis heureux de pouvoir vous parler cet après-midi avec Marianne et Klopschop de cet Alexandre Dumas fils qui, somme toute, passe toujours à la trappe habituellement. On ne parle toujours que de son père. C'est vrai. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Il est né avec un terrible poids sur les épaules, un fardeau démesurément lourd à porter, celui d'un père de génie. Grand auteur de théâtre, vous savez qu'il a signé les pièces à succès, Henri III et sa cour, Anthony Quinn bien entendu. Il s'apprête à écrire ses plus grands romans historiques, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot. Celui d'un géniteur éclatant de santé, à la force et à l'énergie extraordinaire, au talent, à la générosité sans pareil, à la bonhomie quasiment sans égale, avec un succès phénoménal. Bref, Alexandre Dumas, bien sûr. Comment être le fils d'un tel homme ? La tâche paraît a priori insurmontable, et d'autant que père et fils portent le même prénom, figurez-vous. Ils sont tous les deux Alexandre Dumas. Pour un autre, cette filiation pèserait comme une chape de plomb. Tout le poussait au meurtre, nous racontent Marianne et Claude Schopp. Sa naissance hors mariage, les difficultés de sa condition d'enfant naturel, sa désapprobation de la vie dissolue de son père, leur caractère opposé, leur rivalité d'auteur. Mais Dumas fils est un anti-Oedipe. C'est d'ailleurs le sous-titre de l'ouvrage que font paraître Marianne et Claude Schopp aux éditions Phébus, Dumas fils ou l'anti-Oedipe. Il a veillé presque religieusement à la renommée de son père, nous disent-ils. Même s'il a vu ce père mener une vie bien loin d'être rangée, il a, vivant ou mort, toujours vanté le grand écrivain populaire et débonnaire qu'il était. Autrement dit, Alexandre Dumas fils, l'anti-Oedipe, est parvenu avec brio à digérer, ingurgiter, à admirer, imiter, peut-être par certains aspects égaler son père. Ses débuts dans la vie, pourtant, ont été difficiles et il le serait à moins, forcément. Alexandre Dumas fils est donc d'abord né sans nom de famille. En 1822, Dumas père, arrive à Paris. Il est fraîchement débarqué de sa petite ville natale de Villers-Cotterêts. Nous en parlions l'autre jour. Il a 20 ans. Il n'a pas encore connu le succès. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il loue une petite chambre au 1 place des Italiens. Et un soir, de retour d'une soirée au théâtre, s'apercevant qu'il n'a plus de feu pour allumer sa chandelle, il toque à la porte de sa voisine de palier, une jeune couturière du nom de Laure Labbé. Eh bien, il n'a pas fait que toquer à la porte, puisque 9 mois plus tard, le 27 juillet 1824, Laure accouche chez elle d'un garçon. Chez elle, c'était tout à fait l'habitude à l'époque. Cet enfant n'est pas reconnu. Il s'appelle Alexandre, comme son père. Il grandit dans la modeste chambre de sa mère, qui désormais compte dans la longue liste de maîtresses d'Alexandre Dumas. On peut dire que chez lui, les liaisons s'enchaînent, se succèdent, se chevauchent, si vous me passez l'expression. L'enfance du fils est chaotique, ballottée entre père et mère qui se disputent la garde. Alors que l'enfant entre dans sa 7e année, Alexandre Dumas se décide à le reconnaître, mais ce traumatisme originel ne va pas le quitter. L'enfant naturel, les relations père-fils, enfin tous ces grands sujets de société vont finalement irriguer son œuvre. Et plus tard, dans l'affaire Clémenceau, Alexandre Dumas fils fera dire à son narrateur, je le cite, « De cette première empreinte, j'ai reçu de l'humanité
Mon âme, que j'ai reçue de l'humanité, mon âme ne s'est jamais tout à fait remise, et je ne veux pas me montrer meilleur que je ne suis. Non, je n'ai pas pardonné à ses premiers ennemis. Ma rancune ne vient pas de se réveiller tout à coup sous l'évocation de souvenirs pénibles. Elle ne s'est jamais endormie complètement, même aux jours les plus heureux de ma vie. Eugène de Mirecourt rapporte cet événement révélateur. Un jour, le jeune Alexandre, il a 14 ans à l'époque, aurait été surpris par son père en train de lire Émile, le roman autobiographique d'Émile de Girardin. Émile de Girardin, lui-même, enfant illégitime dont on a maquillé l'acte de naissance pour masquer une relation adultérine et qui se réapproprie le nom de son père lors de la publication de sa première œuvre. Donc Émile. Interrogé par son père, le jeune Alexandre aurait affirmé qu'il était admiratif du courage de cet Émile. Quand un père refuse de vous donner son nom, il faut le prendre, aurait-il dit. Et son père lui aurait répondu « Alors tu veux porter le mien quand même, c'est clair. Prends-le tout de suite et n'en parlons plus. » La question hante le garçon qui développe d'ailleurs une véritable haine vis-à-vis d'un certain nombre des maîtresses de son père. Il y en a une qu'il déteste tout particulièrement, celle que Dumas, père, finit par épouser, la comédienne Marguerite Ferrand, dont le nom de scène est Ida. Alexandre lui mène une véritable guerre à cette Marguerite, malgré les tentatives du père pour essayer d'apaiser un petit peu la rancœur du fils. En décembre 1840, Dumas, père, écrit à son fils, qui donc a 16 ans à ce moment-là, « Tu sais que Madame Dumas n'est Madame Dumas que de nom, tandis que toi, tu es véritablement mon fils, et non seulement mon fils, mais à peu près le seul bonheur et la seule distraction que j'ai. Tu es et seras toujours l'aîné dans mon cœur, et le privilégié de ma bourse. » Seulement bientôt, l'esprit de rébellion du fils va s'estomper et laisser place à des rapports de plus en plus complices avec ce père. Ça, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Un père qui l'encourage, du reste, à développer son sens du théâtre et de l'écriture, qui l'incite à partager ses admirations littéraires, qui l'associe même à son travail, le présente à des éditeurs, l'introduit auprès de Victor Hugo. Dans une lettre de 1840, Dumas père écrit à Dumas fils: apprends le grec fortement, lis Hugo et Lamartine, mais seulement les méditations et les harmonies. Puis fais-toi toi-même un petit travail des choses que tu trouveras belles et que tu trouveras mauvaises. Tu me montreras ce travail à mon retour. Lis Molière, beaucoup. C'est un grand modèle de la langue de Louis XIV. Apprends par cœur certains morceaux du Tartuffe, des femmes savantes, du Misanthrope. On a fait et on fera autre chose. Mais on ne fera rien comme style de plus beau que cela. En 1844, Alexandre Dumas, fils, a donc 20 ans. Il n'est plus un enfant. Il écrit depuis maintenant déjà plusieurs années. Il écrit des vers, des poèmes, des romans feuilletons. Et il s'apprête, avec La Dame aux Camélias, à faire sa véritable entrée sur la scène littéraire. Et s'il allait jusqu'à rivaliser avec son propre père. Un extrait de la Traviata, l'opéra de Verdi sur Europe 1, d'après La Dame aux Camélias, le roman d'Alexandre Dumas fils. Et justement, Alexandre Dumas fils est au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe 1. Et la suite, c'est dans un instant.
cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Alexandre Dumas, fils, et de son père. Vous nous parlez de leur relation cet après-midi, Franck. Alors juste avant de revenir sur cette complicité... Vous allez me parler de la Traviata, non? Non, alors je vais vous parler de la Dame aux Camélias, Oui, effectivement, voilà. puisqu'on vient d'entendre un extrait de la Traviata. Bon, je me souviens avoir lu ce livre au lycée, comme beaucoup d'entre nous, mais je me demandais, est-ce qu'elle a vraiment existé, cette Dame aux Camélias? Son personnage a été largement inspiré par une célèbre courtisane, jeune courtisane du nom de Marie Duplessis. Le jeune Alexandre Dumas l'avait remarqué au Théâtre des Variétés un soir où elle assistait à une représentation. Il était ébloui littéralement par sa beauté. Il faut imaginer une espèce de grande femme comme ça, grande femme mince, aux cheveux noirs, à la peau très blanche, dont le regard respire l'intelligence. Marie Duplessis a l'habitude de séduire notamment des personnages de la haute société, des aristocrates, des gens importants, par qui elle se fait entretenir. C'est son métier, son état de courtisane. Et au moment où elle rencontre Dumas fils, elle a pour amant un vieil homme qui est l'ambassadeur de Russie. Déjà, on la surnomme la Dame aux Camélias, car elle n'achète que cette fleur. Elle est déjà gravement atteinte de tuberculose, comme tellement de personnes à cette époque, et est régulièrement saisie de violents accès de toux. Et le soir de la rencontre, la jeune courtisane refuse dans un premier temps les avances de Dumas fils avant de céder. Il la couvre littéralement de cadeaux, l'emmène dîner, lui fait mener la grande vie. Ça ne dure pas. Dumas fils n'est pas Crésus, n'est-ce pas? Marie Duplessis lui rappelle qu'elle a besoin de beaucoup d'argent. Et au terme d'une relation qui certes est belle et passionnelle, les amants vont finir par se séparer. Et c'est vrai que lointainement, et nous verrons dans quelles conditions, de cette relation-là naîtra de la plume de Dumas fils, un chef-d'œuvre, donc la Dame aux Camélias, qui est un succès à tel point que Alexandre veut en tirer une pièce de théâtre. Et lorsqu'il va parler de ça à son père, lui suggérant de jouer la pièce dans son propre théâtre, qui s'appelle le théâtre historique, Alexandre Dumas n'est pas enthousiaste. Non, la Dame aux Camélias n'est pas un sujet de théâtre. Je ne pourrais jamais te jouer ça, dit-il. Pourtant, Dumas fils s'attelle à la tâche. Il s'enferme pendant une semaine dans la petite maison du 36 avenue de Neuilly, où il écrit, et lorsqu'il pose le point final, il se dit qu'il est prêt. Il court chez son père, 7 avenue Frochot, pour lui montrer le résultat de son travail. Alexandre Dumas, père, est ému, il reconnaît son erreur, il dit qu'après tout, oui c'est vrai, ça fait un très beau sujet, il serre son fils dans ses bras et reçoit sa pièce au théâtre historique, c'est ce que nous racontent Claude et Marianne Schopp dans leur ouvrage. La pièce est donc donnée dès 1852, tonnerre d'applaudissements et d'acclamations, Dumas fils télégraphie à son père après la première, succès si grand que j'ai cru assister à la première d'une de tes œuvres. C'est joli. Les critiques sont élogieuses, on s'enthousiasme devant le génie de ce jeune homme qui désormais entre dans la catégorie des écrivains et, si j'ose dire, quasiment des grands écrivains, et son talent sera par la suite confirmé par d'autres publications. La Dame aux Perles, Diane de Lys, également adaptée pour la scène, Le Demi-Monde, qui à l'époque va faire un certain scandale. Des succès qui permettent à Alexandre d'accéder à un mode de vie confortable, vie bourgeoise qu'il partage désormais avec sa maîtresse, une femme mariée, c'est Nadejda. Devant cette liaison décriée par la bonne société, on ne peut s'empêcher évidemment de penser à ce qu'avait déjà vécu le père. D'autant que Nadejda et Dumas fils auront une fille née, elle aussi hors mariage, et reconnue, elle aussi, tardivement. Bien qu'ils finissent par épouser quand même Nadejda et par vivre de manière rangée. Il faut croire que le thème de l'enfant naturel n'a pas quitté Alexandre Dumas fils, qui, dans sa vie privée, dans ses écrits, va continuer bien entendu à se laisser en quelque sorte guider par ce qui est sinon une obsession, en tout cas une idée importante pour lui. Il reprend une pièce à la fin des années 50, une pièce qu'il n'avait pas achevée, et qu'il intitule Le Fils naturel, retour aux sources. L'intrigue s'inspire d'Émile, dont je vous parlais, cette biographie d'Émile Girardin qui l'avait tant marqué à 14 ans. Cette comédie en 5 actes qui sera jouée dès janvier 59 met en scène un enfant illégitime, brillant, intelligent, vertueux. Son père très riche
qui n'a pas les mêmes qualités, finit ruiné et son fils devenu célèbre l'aide à retrouver une position sociale enviable. Vous imaginez un peu le degré d'autobiographie qui peut entrer dans l'inspiration d'une telle œuvre. À la lecture de la pièce d'ailleurs, Dumas père, écrit: à part toute tendresse personnelle, c'est une très belle chose que le fils naturel et qui marque un grand progrès non seulement dans l'art en général, mais dans le talent de son auteur. La pièce est irréprochablement faite. La pièce étant d'Alexandre, je dis qu'elle est une des meilleures comédies qui ait été faite depuis 20 ans. Elle ne serait pas d'Alexandre, je dirais que c'est la meilleure. Peu de temps après, le jeune auteur accouche d'une nouvelle pièce, de nouveau sur le thème des rapports père-fils. Cette fois, difficile de ne pas reconnaître Dumas père dans Le Père prodigue, cet homme qui dépense sans compter, qui entretient des courtisanes et qui organise partout des fêtes somptueuses. Suivez mon regard. Voici les mots élogieux que Victor Hugo adresse non pas au fils, mais bien au père en décembre 59. Cher Dumas, je veux vous féliciter du succès et de tous les succès de votre fils. Quelle admirable et douce chose. Le père mêlé au rayonnement du fils, le fils mêlé à l'auréole du père. Oui, vous êtes un père prodigue, vous lui avez tout donné, drame saisissant, passion chaude, dialogue vrai, style étincelant, et en même temps miracle tout simple dans l'art. Vous avez tout gardé, vous l'avez fait riche en restant opulent. Et lui, de son côté, il sait être original, tout en étant votre fils. Il est vous et il est lui. Embrassez-le pour moi, Victor Hugo. Eh bien, si ça n'est pas un bel hommage, désormais on peut dire du fils qu'il est devenu quasiment aussi célèbre que le père, en tout cas dans la société de son temps, c'est une certitude, et leur entente parfaite, leur complicité tellement magnifique, va maintenant se heurter à quelques épreuves. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous emmenez cet après-midi, Franck, sur les traces d'Alexandre Dumas fils, qui est maintenant, on l'a vu dans votre récit il y a un instant juste avant la pause, aussi célèbre que son père. Est-ce qu'ils vont toujours rester aussi complices? Oui, en fait, tout a l'air de les opposer. Vous savez, ils ne se ressemblent en rien. Et cependant, ils ont, c'est vrai, cette complicité. Je ne sais pas, deux caractères plus opposés que celui d'Alexandre et le mien, et qui cependant aillent mieux ensemble, écrit Dumas père, qui résume fort bien cette belle situation. La comtesse d'H, qui est de la même génération que le père, s'amuse à le comparer à l'avantage du géniteur, en le trouvant en face du bon et spirituel sourire de Dumas père, de ses yeux qui pétillent, de cette main qui se tend franchement vers vous, on oublie ses griefs. Dumas fils est avant tout l'homme des devoirs. Il les remplira tous. Vous ne trouverez pas chez lui ce premier mouvement si chaud de Dumas. Son adolescence a été orageuse. Il a mûri en 24 heures sous le soleil du lustre et du bruit des applaudissements. C'est à présent un homme raisonnable et raisonnant, calculant son existence et ne faisant rien à la légère. Alors est-ce que la rigueur du fils est une réaction aux déboires et aux excès, tous les excès du père, dont il a de plus en plus de mal, disons-le, à supporter les frasques? Un soir de mars 1867, Dumas père pose dans sa loge du théâtre du Gymnase, relativement dévêtue, avec sur les genoux la belle américaine Ada Menken, ne portant elle-même que sur elle qu'un simple petit juste au corps. Une semaine plus tard, l'auteur des clichés, le photographe Alphonse Liébert, expose les photographies, les met en vente. Ça fait scandale. Et plus que jamais, Dumas fils se dit que ça commence quand même à bien faire. Le dévergondage de son père lui est de plus en plus insupportable. Et lorsqu'il se plaint de ses déboires auprès de sa grande amie, sa protectrice et mère de substitution, George Sand, bien entendu, celle-ci répond, je la cite: vous ne le changerez pas, et vous porterez le poids de cette double gloire, la vôtre et la sienne, la vôtre avec tous ses fruits, la sienne avec toutes ses épines, que voulez-vous? Il a engendré vos grandes facultés, et il se croit quitte envers vous, vous avez voulu en faire un emploi plus logique, votre moi s'est prononcé là, et vous a emmené sur un autre chemin où il ne peut pas vous suivre. C'est un peu dur et difficile d'être forcé parfois de devenir le père de son père. Il y faut le courage, la raison et le grand cœur que vous avez. Et Dumas fils dira d'ailleurs souvent, mon père est un grand enfant que j'ai eu quand j'étais tout petit.
Ces tensions ne sont cependant que des gouttes d'eau dans une relation qui, encore une fois, et jusqu'à la fin, va rester baignée de tendresse, de bienveillance et d'admiration réciproque. Edmond de Goncourt décrit avec délectation cette admiration sans borne que voue Dumas père à son enfant, notamment lorsqu'il assiste à la représentation de ses pièces. Il faut avoir vu le père Dumas un jour de première représentation d'une œuvre de son fils, à la première des idées de Madame Aubray, des idées de Madame Aubray. Le père Dumas occupait la loge de balcon de milieu de la salle du gymnase, écrit donc Edmond de Goncourt. Il avait arboré pour la circonstance, en plus de la redingote élémentaire, un admirable gilet de piqué blanc. Son gros ventre d'homme plus grand et plus gros que nature en semblait plus volumineux encore. La blancheur du gilet rendait plus noir encore le noir de la redingote et plus foncé encore le violet prune de monsieur, des deux bonnes grosses mains appuyées sur le ventre blanc. Tout le long de la pièce, ajoute Goncourt, il applaudissait, riait et poussait des exclamations, rappelait les acteurs, faisait une vie de tous les diables et avec une telle conviction et une telle sincérité qu'il était comparable à un gamin de 18 ans qui assiste à la première pièce de son papa. Vous voyez bien que tout le monde en vient à cette idée d'inversion des rôles. Alors finalement, qui est le père, qui est le fils? En avril 1872, lors du transfert de la dépouille de son père à Villers-Cotterêts, le fils... C'était très longtemps avant la translation au Panthéon, bien sûr. Le fils a cette phrase: « Je voudrais que cette cérémonie fût moins un deuil qu'une fête, moins un ensevelissement qu'une résurrection. » Le fils a fait le travail de préservation, de valorisation de l'œuvre de son père pendant tout le reste de sa vie. Il a ressuscité Dumas père. À nous maintenant d'essayer de ressusciter Dumas fils. Bonjour Marianne et Claude Schopp, merci d'être avec nous. Vous êtes les meilleurs connaisseurs d'Alexandre Dumas, des deux Alexandre Dumas, ça tombe bien pour nous. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Alexandre Dumas, fils, parce qu'on parle beaucoup du père. Il est temps aujourd'hui de rendre hommage au fils avec vos invités, Franck, Marianne et Claude Schopp. Ils sont tous les deux auteurs. Claude Schopp est l'un des plus grands spécialistes d'Alexandre Dumas, dont il a révélé au public des œuvres inédites et parfois même inconnues. Ils viennent tous les deux de publier la première biographie d'Alexandre Dumas fils ou l'Anti-Oedipe, paru aux éditions Phébus. Il était, je vais dire impossible, il était très difficile de s'attaquer à ce sujet, à cette, non pas d'ailleurs à cette biographie en tant que telle, mais à l'histoire de cette relation père-fils. C'est ça qu'il y a de fascinant, Marianne Schopp, cette relation entre ces deux hommes qui avaient tout finalement pour se déchirer. Oui. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'a fait partir, puisque l'idée vient de moi au départ, c'est que on abordait toujours le fils de côté en travaillant sur le père. Et l'impression que j'avais, et même que Claude avait, c'était pas un personnage très sympathique. Et au bout d'un certain temps... Vous parlez de Dumas fils. Je parle du fils, voilà. Les relations qui émergeaient de la vie du père n'étaient pas extrêmement... Enfin, le révélaient comme un personnage pas très sympathique et à l'emporte-pièce, on disait c'est quelqu'un de très ennuyeux, très traditionnel, très sage. Et voilà, j'ai eu envie de regarder de plus près parce que, en fait, c'est un personnage très complexe. Oui, et d'une grande finesse et d'une grande intelligence, et qui finira, nous l'avons vu, on y viendra tout à l'heure en temps utile, qui finira par prendre soin de son père comme le ferait un père d'un fils, d'une certaine manière. Alors, reprenons peut-être les choses dans l'ordre. Je vois passer Nicolas Caro en régie, évidemment. Il n'est jamais loin quand il est question d'Alexandre Dumas. Il a dû avoir l'oreille qui a sifflé, à mon avis, oui, c'est ça. C'est une espèce de... Il a un radar qui fait que quand quelqu'un parle d'Alexandre Dumas quelque part, hop, il se présente, il est là. Revenons à l'origine de cette affaire, c'est-à-dire à la naissance même d'Alexandre Dumas fils. Il n'y a pas d'autre moyen de les nommer. On est obligé de dire Dumas père et Dumas fils. Hein, vous êtes bien d'accord? Oui, et en plus, le grand-père s'appelait aussi Alexandre. Alexandre aussi. Le grand général républicain. Il ne faut pas oublier ça, cette origine étrange, exotique, c'est-à-dire être métisse
pour le père et être octavon, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour le Un pour le fils. huitième de sang noir. Un huitième de sang noir et de sang d'esclave. C'est ça. Et donc c'est un mélange assez somptueux. Avec les cheveux crépus qui vont faire un peu la réputation, la célébrité de l'image, en tout cas, Oui, d'Alexandre et puis- Dumas fils. Et la joie des caricaturistes. Bien sûr. C'est étonnant Alors- qu'il ait jamais choisi un nom d'auteur pour se démarquer justement de son père. Mais justement, il se revendiquait de son père. Et ce qui est très amusant, c'est que donc il s'est mis à signer Dumas fils pour se différencier. Et lorsque son père est mort, les journalistes ont commencé à parler de lui en l'appelant Dumas. Et à ce moment-là, il a écrit en disant « Je ne suis pas Alexandre Dumas, je suis Alexandre Dumas fils. Mon nom est devenu cette espèce de conglomérat et j'y tiens énormément, etc. » Donc il se revendique comme le fils de son père. Alors, ce fils naît hors mariage et dans le refus de reconnaissance. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Son père ne le reconnaîtra qu'alors qu'il est déjà devenu un petit garçon et qu'il a déjà l'âge de raison. Comment est-ce qu'il a vécu, lui, ce statut d'enfant naturel, Claude Chope? Je dirais mal, très mal. Surtout à partir du moment lorsqu'il était dans l'atelier de sa mère, entouré des ouvrières de sa mère, puisque sa mère avait ouvert un petit atelier. Tout était merveilleux. En fait, il était l'enfant avec au milieu des femmes. Mais lorsqu'il est entré dans le monde des hommes, c'est-à-dire le monde des condisciples, dans les pensions. Et là, il a souffert puisqu'on le reconnaissait comme bâtard. Bien sûr, oui, Il était le bâtard. Donc, la famille Dumas est une famille de bâtards. De toute manière, on l'a bien vu, vous l'avez très bien dit. Et donc, il y a une souffrance d'être hors de l'ordre. Mais pourquoi son père ne le reconnaît-il pas? Quelle est la raison de ce refus de paternité initial, hein? Il faut voir, au départ, c'est un employé qui gagne peu d'argent, Dumas père, un jeune homme de 22 ans, si j'ose dire. Donc, on peut comprendre qu'il est difficile d'accepter cette paternité. Surtout qu'il a des rêves plus important, ce fils risquait d'être un poids dans une carrière, car il est très ambitieux. Et voilà. C'est ça, le fils était en quelque sorte une erreur de parcours, disons les choses. Absolument. Et donc il a accepté, lorsque la mère a reconnu, il a décidé lui aussi de reconnaître, parce que il y avait quand même un rapport déjà très passionnel, très fusionnel entre le père et le fils. Ce n'est pas le fils qui demande la reconnaissance? Qui demande à son père de le reconnaître? Vous avez l'air d'être très clair sur la question, Marianne Non, Chope. c'est un petit garçon. Et puis il faut penser au 19e siècle, il avait énormément d'enfants naturels. Donc, bon, c'était pas très facile à vivre, mais c'était pas si extraordinaire que ça. Donc, bon, non, c'est pas du tout l'enfant qui a réclamé quoi que ce soit. Ça, c'est la légende, en fait. Hein. Oui. Oui, puis là, s'il avait 7 ans, je pense pas. Voilà, c'est encore un petit enfant. C'est un petit enfant qui profitait de la gloire de son père quelquefois, car très tôt, son père l'a emmené au théâtre. Hein. Il raconte des souvenirs. Son père est paradoxalement très présent, car s'il le reconnaît tard, il n'en est pas moins très présent dans son éducation. Il le soutient, il l'entraîne, il lui ouvre l'esprit constamment, il lui fait vivre des choses que tout enfant rêverait de vivre. Disons-le, ça, c'est extraordinaire. Oui, ne serait-ce que le rêve du théâtre. Bien sûr. La lumière qui s'allume, etc. Ce sont les grands drames historiques de l'époque. Hein. On est à l'époque romantique où l'on met sur le théâtre ces grands drames avec des machineries, des décors, des costumes incroyables. Pour un enfant, ça doit être des moments inouïs, ça, évidemment. Oui, il était dans la magie. En fait, je crois qu'il a d'abord vécu le théâtre avant d'écrire du théâtre comme une magie. Même si lui va se retourner vers un théâtre réaliste, alors que le père était dans le théâtre d'histoire romantique, en fait. Alors, qu'est-ce que Alexandre Dumas, fils, doit à son père, si je puis dire? D'abord, une constitution solide, peut-être, on peut dire ça. Quels sont les héritages? Oui, alors vous avez raison, une constitution solide. Entre autres, ce sont 2 remarquables nageurs, par exemple. C'est pas si évident. Ce sont des forces de la nature. Des forces de la nature. Nageurs et mangeurs.
Mangeur sans doute aussi, gourmand effectivement. Bon, qu'est-ce qui les... Un esprit aussi quand même, une forme de flamboyance. Ce sont des gens, oui, effectivement, qui ont de l'esprit. C'est-à-dire, il y avait l'esprit des Mortemart sous Louis XIV. Là, il y a l'esprit des Dumas. Ils sont un esprit connus. qui peut avoir la dent dure. Hein, féroce, oui. La fameuse histoire de... Racontez-la. Oui, ben, je suis pas très bon en anecdote, mais c'est dommage. L'histoire du singe, quelqu'un lui dit, est-il vrai que vous descendiez? Là, vous voyez, j'ai un trou, je suis très mauvais en anecdote. En tout cas, il renvoyait à quelqu'un le fait que... De descendre du singe. Il descendait du singe et... voilà. Donc la forme physique, un certain esprit, une certaine volonté aussi de croquer la vie à pleines dents. Ce sont des amateurs de femmes, l'un comme l'autre. Oui, est-ce que c'est... On a l'impression que de ce côté-là, le fils a tempéré... beaucoup plus calme. Un départ flamboyant également. Hein. Le départ avec Madame Pradier, sa première maîtresse, puisque, vous le savez, là, je vais connaître l'anecdote quand même. Madame Pradier était là une femme assez légère, femme du sculpteur Pradier. Il l'accueille dans sa garçonnière et là, il y avait un violoniste qui, dans l'appartement d'en dessous, jouait. Qui s'est mis à jouer à certains moments. Et pendant que Dumas fils connaissait le bonheur d'être avec une femme, Madame Pradier lui a dit « Je vous en prie, mon ami, en mesure. » Donc c'est un peu, si vous voulez... Ça a fait le tour de Paris. Ça a fait le tour de Paris. Alors nous allons revenir au lien du père et du fils avec un certain nombre de dames. Et puis nous en profiterons pour essayer d'évoquer les sources de leur inspiration respective. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire d'Alexandre Dumas, fils, ce qui nous emmène forcément au cœur de l'histoire d'Alexandre Dumas, père. Les deux vies sont très intimement mêlées. Oui. C'est ça, exactement. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et sur europe1.fr, parce que tout le monde n'a pas Facebook et Twitter. Et Émilie nous dit sur europe1.fr, j'ai lu La Dame aux Camélias à 15 ans, vous m'avez donné envie d'y replonger. Et je l'accompagnerai de la biographie de Marianne et Claude Schopp. Voilà, je pense que Émilie est en train de préparer sa valise de livres, vous savez. Mais oui, bien sûr, c'est le moment de préparer les livres pour les vacances et celui-ci est très indiqué. Il y a une très belle réédition chez Libretto avec toutes les illustrations d'époque notamment. C'est très finement fait. C'est une belle édition. Alors, les femmes jouent un rôle absolument évident dans la vie d'Alexandre Dumas père. Est-ce qu'on a besoin d'insister sur, j'allais dire les débauches, c'est peut-être un peu beaucoup dire, quoique, en tout cas les débordements du père. Qu'en est-il du fils? C'est plus subtil d'une certaine manière, Marianne Schopp. Oui, dans sa jeunesse, il suit le modèle de son père. Hein. C'est normal, ils font des choses ensemble et ils échangent quelques maîtresses. Ils échangent carrément des maîtresses. Oui, des actrices. Mais à partir du moment où il rencontre Nadejda Narishkine, là, il se range. Alors, Nadejda, c'est le grand amour, on peut dire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Nadejda, c'est un ersatz parce que il est tombé follement amoureux de Lydie Nesselrode, qui était l'amie de Nadejda, qui l'a finalement, son mari l'a récupérée, Lydie l'a enlevée, Dumas fils a essayé de la rejoindre, il n'a pas réussi à la joindre et elle l'a très vite oubliée. Et peu de temps après, un an ou deux après, Nadejda Narishkine est revenue voir Dumas avec un message de Lydie pour lui dire il faut l'oublier, et il s'est consolé avec Nadejda. Est-ce que c'est un grand amour? Je n'en suis pas sûre. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, enfin c'est très difficile. C'est très difficile. Vous savez, oui. entrer dans le cœur et les reins. Si vous n'êtes pas capable de sonder les reins et les cœurs, personne ne le sera. On le fait jusqu'à un certain point, mais il faut laisser quand même un peu de liberté à nos héros. C'est vrai. C'est-à-dire, sans ça, ils ne seraient pas vivants. Et un peu d'intimité. Alors, il y a une chose qui est moins intime, parce que alors ça nous concerne tous et directement, ce sont les œuvres respectives du père et du fils. Est-ce que Alexandre Dumas père pouvait s'imaginer que son fils allait faire non pas une petite carrière mondaine de lettres de salon, mais une véritable grande carrière littéraire? Est-ce que c'était envisageable pour lui, Claude Chope? Je pense qu'au départ, il en doute. En fait, les témoignages qu'il donne, et je pense que tout père est à la fois, désir que le fils réussisse, mais réussisse aussi bien que soi. C'est pas évident. Pas trop quand même. Oui, donc voilà. il y a un rapport assez complexe. Il y a des moments aussi où, justement, après le succès de La Dame aux Camélias, Dumas père lui dit, moi aussi j'ai eu des succès comme toi, et je n'oubliais pas, et je ne t'oubliais pas, alors que il a l'impression que son fils l'oublie. Donc je crois qu'il y a eu des petits froissements à certains moments quand effectivement le fils devient plus célèbre que lui, ou Dumas père dit maintenant Paris t'appartient et ne m'appartient plus. Et c'est véritablement un constat phénoménal, ça. Voilà, c'est un drame générationnel en fait. Alors on voit ça régulièrement dans les carrières, dans les générations de comédiens, parce que beaucoup de comédiens sont les fils de grands comédiens, etc. Et il y a toujours un moment où le jeune comédien éclipse au moins pour un temps le plus ancien. C'est beaucoup plus rare chez les écrivains, objectivement. L'inspiration d'Alexandre Dumas, fils, est plus sociale. Elle est plus, j'allais dire, problématique que celle du père. Objectivement, il s'intéresse davantage aux grandes questions de la société. Marianne Chope. Oui, mais Dumas père s'est intéressé aussi aux grandes questions de la société avec Antony, par exemple. Oui. Mais bon, il a rencontré moins de succès. Je crois que c'est un peu le hasard, hein, si ses succès se sont faits autrement. Mais peut-être qu'il aurait pu prendre vous dites le hasard, mais il est certain quand même que son enfance, les problèmes auxquels il a été confronté, l'observation de la vie de son père, le milieu qu'il a été amené à connaître, tout ça l'a fortement marqué quand même et ressort dans son œuvre, Claude Chope. Oui, sans doute. Non, moi, je pense toujours au grand-père, en définitive. Hein. Je crois que c'est important parce que Dumas père a dû se situer par rapport au général, au fameux général Dumas, lorsqu'il avait 4 ans. C'est-à-dire un père à la fois absent et glorieux. Héroïsé, le panthéon du père. Et donc c'était... Alors que le petit-fils, c'était très différent. Le père n'était qu'un homme à succès, si j'ose dire, mais n'était pas admirable. C'était pas quelqu'un de... Il avait la gloire, mais une gloire fugace, celle des... Une gloire de popularité, oui. Voilà, et d'un côté, il y avait l'épée, de l'autre, il y avait la plume. La plume, c'est pas la même chose. Ça pèse pas de la même façon, en fait. Donc le grand-père joue, pour vous, un rôle d'injonction plus grand que le père lui-même? Ah oui, absolument. Je crois que là, ils ont vécu ça de façon différente. Et il est bien évident que, politiquement, le père a voulu être républicain constamment, même il avait des tendances vers les princes, etc. Alors que le fils, lui, n'a pas de république à sauver et va être l'ami de la princesse Mathilde des salons bonapartistes. Là, au bout d'un moment, effectivement, sous le Second Empire, là, on peut dire d'Alexandre Dumas fils qu'il vit une vie infiniment plus rangée que celle de son père. Hein. Ça devient un grand bourgeois tout à fait présentable d'une certaine manière. Marianne Chope. Oui, plus que présentable, un grand bourgeois reconnu, avec une grande maison que les journalistes viennent voir et décrivent dans tous les détails. C'est un grand collectionneur de meubles et de tableaux. Non, c'est vraiment un grand bourgeois. Et alors qu'il y avait cet historicisme et ce romantisme chez le père, le fils, lui, appartient plutôt au nouveau courant littéraire, qui est celui d'une forme de naturalisme ou de réalisme social, disons.
Oui, il veut décrire la société qu'il côtoie pour la changer, pour l'améliorer. Il y a quand même chez lui une volonté de mettre sa patte pour faire évoluer la société, en particulier les femmes. Oui, le rôle des femmes lui tient à cœur. Voilà. Il aurait été le premier d'ailleurs à employer le terme de féminisme. Voilà, oui. Eh bien, si vous voulez, dans un instant, nous allons évoquer la fin de la vie d'Alexandre Dumas et comment le fils, à ce moment-là, s'est mis à porter littéralement à bout de bras le père. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Alexandre Dumas, fils, jusqu'à 15h sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Marianne et Claude Chopp aujourd'hui. Ils sont tous les deux auteurs de la toute première biographie consacrée à Alexandre Dumas, fils, ou l'Anti-Oedipe, aux éditions Phébus. Cette relation entre le père et le fils va peu à peu évoluer, pour ne pas dire basculer. Il y a cette phrase magnifique de George Sand à Alexandre Dumas fils qui lui dit « Il est tellement difficile de devenir le père de son père ». C'est un petit peu ce qui se passe avec le temps, forcément, Claude Chopp. Oui, tout à fait. Même, j'espère que ça ne se produit pas toujours parce que j'arrive à un grand âge. Ça arrive souvent. Je crois que très nombreux sont nos auditeurs qui se reconnaissent dans cette situation. Ce que je peux dire, c'est que, effectivement, lorsqu'on voit les dernières photographies du père, lorsqu'il fait un dernier voyage en Espagne, on voit que c'est un être extrêmement bas, si j'ose dire, et donc il est normal que le fils, très là en tout cas, qui a des difficultés de parole, etc. Et quand il revient à Paris, venant d'Espagne, c'est la défaite, c'est la République. Je ne suis pas sûr que le père ait bien vu la République. Il était déjà trop diminué pour... Ça lui a sans doute échappé, d'autant plus que c'est une République qui a mis du temps à s'installer, à s'assumer. Qui a mis du temps à s'installer. Et donc on l'a mis dans un wagon, et là il est arrivé à Puy, villa du fils, et c'est là qu'il a passé ses derniers mois, entouré de ses petites filles. Dans l'affection quand même, c'est une belle fin que celle d'Alexandre Dumas père. Et regardant la mer, assis dans son fauteuil d'osier. Ah oui, écoutez. Et j'avoue que je suis allé plusieurs fois à Puy. La maison a disparu, tout a disparu, mais l'imagination peut recréer cette espèce de beauté de ce coin de Normandie, du Pays de Caux, et c'est très touchant. Je parlais de George Sand, et je l'ai d'ailleurs cité tout à l'heure. Il est inimaginable de voir toutes les personnalités du temps qui sont des intimes de Dumas fils. Hein. Bien sûr, George Sand, mais Théophile Gautier, bref, tous ceux que, par l'intermédiaire de son père, il a été amené à croiser, mais il a développé personnellement des relations avec eux, c'est ce qu'il faut dire. Ça fait penser un peu, toute proportion gardée, à ce qu'on connaîtra avec Sacha Guitry par rapport à Lucien. Sacha récupérant, si je puis dire, les grands amis de son père. Oui, absolument. Et en fait, la plupart de ces gens-là ont connu Dumas fils enfant. Mais bien sûr. C'est-à-dire à partir de 7-8 ans. Ils l'ont fait sauter sur leurs genoux, et puis petit à petit. D'où une espèce de tendresse. Il est bien évident que si on lit les quelques comptes rendus des pièces de Dumas fils par Gautier, on sent que c'est autrement qu'un critique avec un auteur. C'est véritablement un ami de la famille qui écrit pour... On s'en rendait compte aussi dans la lettre de Victor Hugo à son ami Alexandre Père, bien entendu. C'est quand même extraordinaire la concentration de grands talents littéraires que nous avons pu connaître à cette époque. C'est inouï. Et puis toutes ces dynasties qui se créent aussi chez les Hugo, chez les Daudet, bien sûr, chez les Dumas, etc. On parle beaucoup de La Dame aux Camélias, c'est évidemment l'ouvrage qu'on étudie à l'école, c'est celui qu'on connaît, mais il n'y a pas, qu'on étudiait à l'école, plus ou moins. C'est quand même un peu osé pour... quand je dis à l'école, au lycée, disons. Oui, mais je suis pas sûr. Hein. Oh, quand même, on étudie là. Enfin, moi, je me rappelle avoir lu La Dame aux Camélias. Au lycée, ouais. Mais quels sont aujourd'hui les ouvrages que vous recommanderiez? Car il y en a bien d'autres quand même. Il y a bien d'autres livres qui sont signés Alexandre Dumas fils et qui sont plus ou moins tombés dans l'oubli du point de vue du public. C'est-à-dire que c'est Dumas lui-même qui est tombé, Dumas fils qui est tombé dans l'oubli. Il a vécu un purgatoire très très long. Je suis ravi si
si nous avons pu l'en faire sortir un peu, mettre un pas hors du purgatoire, pas atteindre le paradis quand même. Et donc, l'affaire Clémenceau est un très bon livre. Mais c'est difficile à trouver. Mais c'est difficile. Ça a besoin d'être réédité. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire des rééditions. Oui, mais les rééditions ne se font pas comme ça, c'est assez complexe. Ah non, mais ça je sais bien, oui, bien sûr. mais c'est le moment ou jamais d'en parler, en tout cas. Oui, il faut en parler. Voilà. On pourrait lancer ici un appel tout à fait. à des éditeurs de bonne volonté pour qu'ils republient l'affaire Clémenceau. Il y a également, bien Un entendu, livre qui s'appelle Le Régent Mustel, que je ne connais pas, pour qui tout est vous dire. absolument plein de charme. Il réinvente des relations possibles entre des grands héros de la littérature. Il y a Sentimental, Marion Delorme, pardon, je dis une bêtise, Manon et Desgrieux, Paul et Virginie, et bien sûr Werther. Et donc tout cela lancé dans de nouvelles aventures et avec des interrelationnels. Donc c'est tout à fait passionnant. Et il y a beaucoup de nouvelles qui mériteraient d'être... On a la chance d'avoir là un grand auteur qui est un tout petit peu à l'ombre de son célèbre papa, mais qui est important, dont les ouvrages seraient très très utiles encore aujourd'hui. Donc rééditons-les si l'on peut. Hein. Je crois qu'on peut, Le problème, lancer c'est cet le appel. problème du théâtre. Le théâtre du 19e a presque entièrement sombré. Eh oui. Et donc, Et pas forcément à juste titre. Ouais. Parce que lorsqu'on ressort un certain nombre de grandes pièces du répertoire du 19e, elles ont du succès, elles plaisent par leur éclat, elles plaisent par leur pertinence, leur clarté. C'est quand même... ça fait partie de notre répertoire. Une espèce Vous n'avez de pas l'air d'accord, construction. Marianne Schopp. Non, Je Marianne. trouve que ces pièces sont très datées. Oui, mais justement, c'est ce qu'on aime, non? Vous craignez qu'elles ne passent pas? Non, je crois qu'elles ne passeraient pas. Elles ne passeront plus la rampe. Non. En tout cas, merci Marianne beaucoup. et Claude ne sont pas d'accord Merci sur ce beaucoup sujet. Et on continuera la discussion plus tard. d'avoir vous édité cette première, comment pourrait-on dire, biographie croisée, ou en tout cas étude biographique sur un père et un fils, pas n'importe lesquels. Votre ouvrage s'appelle Dumas fils ou l'anti-Oedipe, parce que je pense que nous avons suffisamment expliqué depuis tout à l'heure à quel point Oedipe n'avait pas grand-chose à voir dans ces relations-là. Merci Anissa, nous nous retrouvons demain en direct à 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission cette fois-ci consacrée à un écrivain et réalisateur italien, Pier Paolo Pasolini. Ouh là là, ça va, il va y avoir du soufre.